C'est la crise. Voilà. C'est la crise du côté de chez Mercedes, il n'y a pas d'autre terme à dire. Alors au début, on disait oui, on va pas tirer la sonnette d'alarme après justement le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là, Australie, c'est la crise. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la crise du côté de chez Mercedes. C'est plus possible. C'est pas normal. Ce qui s'est passé en Australie est indigne de Mercedes. Est indigne. Je parle pas du double DNF. Je parle pas des 2 abandons en soi. Je parle réellement de la performance du début jusqu'à la fin de ce Grand Prix d'Australie. C'est pas normal. On parle d'une des écuries les plus successful de l'histoire de la Formule 1. Et cette W15 ne sort pas des performances dignes d'une écurie comme Mercedes. Alors, peut-être qu'on peut revoir le standing de Mercedes, peut-être en Formule 1. Mais par rapport à l'histoire, moi je ne l'accepte pas. L'histoire n'accepte pas que Mercedes soit à ce niveau-là. Sir Lewis Hamilton, pendant tout le week-end de Grand Prix, il était en délicatesse avec cette W15. Et venez pas me sortir que, oui, c'est de la faute d'Hamilton. Russell aussi, c'était pareil. Il était en délicatesse aussi. Alors, mais Russell a été un petit peu plus rapide que Lewis Hamilton, ça c'est un fait. Mais pas drastiquement parlant. Hein. Hamilton, il a été en délicatesse, ça a été l'un de ses pires week-ends de Grand Prix en termes de ressenti dans une monoplace. Ça a été l'un de ses pires week-ends de Grand Prix dans le ressenti de la monoplace de cette W15. Et il l'a même comparé à cette horrible McLaren de 2009. 2009, pour ceux qui n'ont pas le souvenir, c'était une McLaren qui était catastrophique. Hein. Catastrophique. Cette Formule 1 de Lewis Hamilton en 2009. Et il a dit, il a expliqué Lewis Hamilton qu'il ne se sentait plus pas assez en confiance, il n'a jamais été aussi pas en confiance dans cette W15. Et on est arrivé même à un point où il a été éliminé dès la Q2, battu par Yuki Tsunoda qui a fait une performance exceptionnelle, ça y a pas de souci là-dessus. Mais il est éliminé par Yuki Tsunoda, par Envisa KHRB, la deuxième écurie de Red Bull, qui n'a pas une voiture exceptionnelle. Et George Russell aussi dans le tas, il peine le plus possible à aller se qualifier en Q3. Il se qualifie en Q3, ok, mais la course était pas bonne. La course n'était pas bonne. Et ce qui s'est passé en course, résultat, où est-ce qu'on en est? Double DNF, en soi, mais surtout, performance piètre. Piètre performance. Hamilton abandonne, la faute à une casse moteur. Bon déjà, c'est le pompon hein, pour Hamilton. Hein. On a quand même vraiment Hamilton, il a tout vécu. Hein. Voiture catastrophique et casse moteur. Bah écoute, merci d'être venu en Australie, mon ref. Maintenant, tu peux t'en aller et tu peux rentrer à la maison parce que t'es un peu venu pour rien. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, les pilotes ne viennent pour rien. Parce qu'il n'y a aucune solution qui est trouvée du côté de chez Mercedes. La W15 est une voiture où on ne trouve pas de solution aujourd'hui. Et ce qui me pose problème par rapport à Mercedes, c'est qu'on arrive à Bahreïn, premier Grand Prix de la saison, on dit, voilà, on a tenté des choses assez agressives, finalement ça n'a pas fonctionné, ça va être mieux du côté de l'Arabie Saoudite, et ça c'est embêtant, c'est embêtant. Mais bon, on trouve des choses mieux en Arabie Saoudite, ça va être mieux. Bon, on arrive en Arabie Saoudite, c'est catastrophique également. On dit oui, mais on fera mieux en Australie. On arrive en Australie, nul, mauvais. Et on nous sort en Australie, oui, mais on a fait des expériences sur la voiture parce que on essaie de trouver des solutions. Oh, on est en 2024, il faut les mêmes choses qu'en 2022 sur l'horrible W13. Vraiment, ils font les mêmes expériences que sur la W13. Excusez-moi, mais on parle de Mercedes. On parle pas de... Ferrari, ils ont réussi. Ferrari est revenu. Hein. Ferrari est revenu. Sur Red Bull. Red Bull, ils sont absolument... ils sont devant, mais ils réussissent à dominer la Formule 1, bien évidemment, parce qu'ils ils travaillent mieux. Là, du côté de chez Mercedes, ça travaille mal. Il n'y a pas d'autre terme, parce que la performance est le facteur, justement, de permettant de juger tout ça. Et la performance n'est pas au rendez-vous, réellement. Et Hamilton l'a dit, c'est le pire début de saison qu'il a pu avoir dans sa carrière en Formule 1. Et ce qui est horrible pour Lewis Hamilton, c'est que ça arrive pour sa dernière saison avec Mercedes en Formule 1. Et donc, là, j'arrive un peu à ce point. Heureusement qu'il part. Pour la santé mentale de Lewis Hamilton, heureusement qu'il quitte cette écurie. Heureusement qu'il quitte cette écurie, parce que c'est impensable de se dire que, bah oui, Hamilton, c'est sa dernière saison, on arrive à ce point où la voiture n'est pas au niveau, elle n'arrive pas à sortir de la performance, elle n'est pas assez bonne. Voilà. Voilà le constat aujourd'hui qu'on a du côté de chez Mercedes. C'est qu'il n'y a plus la force d'innover, on ne trouve pas de solution, on a les mêmes problèmes depuis 3 ans, et on fait les mêmes choses depuis 3 ans, sans avoir la capacité de se relever. Mercedes. On parle de Mercedes, on parle pas de Williams, on parle pas de Quevilly-Rouen, on parle pas de Brest, on parle pas de... Non, on parle on n'est pas dans un karting à Brest, hein. On est vraiment dans une écurie, l'une des plus successful de l'histoire de la Formule 1. Et non, cette écurie-là reste encore une fois dans une situation difficile, compliquée, et on n'a pas un sentiment où, justement, Mercedes peut se relever. Voilà. Voilà, tu peux y aller maintenant, Bichom, j'ai un peu fini de parler. Là.
Moi, j'ai rien à rajouter. Moi, je t'ai clairement laissé l'instant coup de gueule sur la situation de Mercedes. T'as plutôt bien résumé le truc, hein. En un mot, c'est la merde. Je veux dire, à un moment, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à ça? C'est le premier double DNF, je crois, depuis Autriche 2018, je Oui, crois. c'est vrai. Pendant la Coupe du Monde 2018, pour vous dire, mon souhait. Voilà, donc tu vois, c'est que c'est pas non plus tous les jours que ce genre de scénario pour Mercedes se produit. Mais en fait, on a surtout... En fait, déjà, j'ai un regret, c'est d'avoir été trop gentil avec Mercedes. Voilà. Oui, ouais, je vois, ouais. Je me suis dit, peut-être que voilà, c'était qu'une passe à vide et que ça allait aller mieux. Qu'ils allaient comprendre, mais au final, je pense qu'ils ont rien compris. Je pense qu'ils ont rien compris et qu'à ce rythme-là, ils ont pas l'envie, en tout cas, extérieurement, c'est ce que j'ai l'impression de voir, l'envie de comprendre quelque chose. On a l'impression qu'aujourd'hui, chez Mercedes, on tourne en rond. Chaque décision qu'on va prendre va te créer un nouveau problème qu'on n'arrive pas à corriger. Comme l'a dit Jérém, apparemment, il serait peut-être reparti sur des bases des essais hivernaux pour ce Grand Prix-là. C'est quand même problématique. Oui, bah oui. Tant qu'à faire, on fait des expériences, hein. Allez, ok, 10 minutes, pas de soucis, on y va. Non, mais voilà, quand tu t'appelles Mercedes, déjà, en arriver là, c'est quand même assez problématique. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la réalité. Mercedes n'est plus l'écurie dominante qu'elle l'a été. Aujourd'hui, Mercedes est à la bataille pour la P4 constructeur face à Aston Martin. Ouais. C'est factuel, ça fait mal de l'admettre, mais aujourd'hui, il faut accepter la situation dans laquelle tu es. Tu n'es plus capable d'aller te battre pour les premières places à la régulière. C'est un fait. Je lis un petit peu les déclats des pilotes et de Toto Wolff aussi également. Lewis Hamilton sur ce qu'il a pu apprendre sur la voiture ce week-end. Rien de plus que ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Nous n'avons pas été terribles dans les virages à haute vitesse, mais nous avons été lents dans les virages à basse vitesse ce week-end. En gros, c'est la merde. Lors de la dernière course, nous étions mauvais à haute vitesse et bons à basse vitesse. Une vraie lutte ce week-end. Il a rajouté, je crois, Hamilton, si je me trompe pas. Je me sens étonnamment bien. Je pense que j'essaie... Alors oui, cette déclat, elle est lunaire. Écoutez bien cette déclat de Lewis Hamilton. Je me sens étonnamment bien, je pense que j'essaie de garder les choses positives, cela pourrait être bien pire. Je suis vraiment reconnaissant et j'ai vraiment apprécié mon temps ici en Australie. Il est venu en vacances, hein, voilà, Hamilton est venu en vacances, hein, de ce qu'on comprend. J'apprécie toujours de travailler avec l'équipe, bien sûr j'aimerais me battre pour les victoires et terminer les courses. Ce n'est jamais un grand sentiment quand vous faites tout ce chemin et que vous ne voyez pas la moitié de la course, mais ce que je sais, c'est que nous rebondirons et que nous y arriverons, nous devons juste y mettre du nôtre. Ça, pour rebondir, tu vas rebondir. Ouais. Ah oui, oui, sur la piste, tu vas rebondir en tout cas. Après, voilà, exactement. Non, ça va être long. Mais de toute façon, tu le vois depuis le début de la saison. C'est qui son meilleur ami lors des parades? Oui, c'est Leclerc. Mais c'est vrai. Il est tout le temps avec Charles. Il est déjà chez Ferrari. Hein. Ouais. Là, c'est juste son passe-temps du week-end d'aller piloter pour une Mercedes, faire quelques petites courses autour du monde. Et puis l'année prochaine, il reprendra son vrai rôle de pilote de Formule 1. Ah oui, non mais... Non mais là moi franchement cette déclat quand je l'ai lu j'étais en mode... En fait Lewis Hamilton est juste désabusé de Mercedes. Il est désabusé de la situation. Et comment ne pas le comprendre au bout d'un moment c'est parce que quand tu entends les déclats de Lewis Hamilton... Oui, maintenant j'ai l'habitude d'être éliminé en Q2. Je me sens étonnamment bien. Je pense que j'essaie de garder les choses positives. Cela pourrait être bien pire. Je suis vraiment reconnaissant et j'ai vraiment apprécié mon temps ici en Australie. Donc en fait, ces déclarations, en plus, là, il dit après ce Grand Prix Australie DNF, oh bah j'ai apprécié venir en Australie. En fait, bah je suis venu en vacances. Voilà. Mais c'est pas à cause de lui finalement. C'est parce que la W15 n'est pas assez bonne. En fait, c'est que je sais que je suis très que je le répète, que je suis redondant par rapport à ça, mais c'est la dernière saison de Lewis Hamilton avec Mercedes. C'est la dernière saison de l'une des plus grandes et belles collaborations de l'histoire de la Formule 1. Et cette collaboration va se terminer cette saison, et elle va se terminer de la pire des manières. Parce que Hamilton n'a pas entre ses mains une voiture capable d'aller chercher des performances dignes de Mercedes. Forcément, et même dignes de lui aussi, septuple champion du monde, potentiellement en bataille l'année prochaine chez Ferrari pour un 8ème titre mondial. Et en fait, c'est qu'en l'impression que là, Lewis Hamilton, c'est pas une phase. Je parle pas pour lui, mais que là, c'est Martin à la plage, Martin en Australie, Martin en Arabie Saoudite, Martin qui part maintenant au Japon dans 2 semaines. C'est qu'il va venir et il va devoir se contenter d'une W15, mais qui va lui permettre de lui faire le tour du monde, hein, réellement.
Voilà, n'est pas pour faire des bonnes performances, hein, juste pour visiter les pays, hein, tout simplement. Il va visiter Suzuka, il a visité Melbourne, après il va visiter Barcelone aussi, il va faire une P11, une P12, parce que la W15 ne pourra pas faire mieux que ça, tout simplement. Et moi ça m'inquiète par rapport à Mercedes sur l'avenir, et tu comprends mieux aussi pourquoi Lewis Hamilton, allez hop, je me barre d'ici, j'ai bien fait, là franchement, ça conforte totalement les raisons du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour aller du côté de chez Ferrari. S'il avait une pointe de regret de se dire oui, je pars de Mercedes et ainsi de suite, il n'y a plus de regret, là, c'est terminé. Hein. Là, les regrets se sont envolés, ils sont enfumés, il n'y a plus de soucis là-dessus. Non, c'est extrêmement dommage. C'est vraiment dommageable tout ce qui est en train de se passer pour Lewis Hamilton. Il est totalement désabusé, il se contente de la situation et tu comprends surtout, Baby Choum, que là, il attend juste patiemment une chose, c'est que la saison se déroule patiemment. En tant que compétiteur, il peut rien faire de plus avec cette W15. Il attend patiemment que cette saison se passe, se termine, c'est cool, et on pense déjà à l'année prochaine. Et je pense même qu'on peut le dire, aujourd'hui, Lewis Hamilton pense déjà à Ferrari. Lewis Hamilton pense déjà à 2025, parce que tellement cette saison 2024 est une catastrophe, ou du moins ce début de saison 2024 est une catastrophe avec Mercedes qui ne peut pas apporter de performance à la W15 de Sir Lewis Hamilton. Bah oui, Hamilton est forcément désabusé et il pense déjà à 2025 avec Ferrari, clairement. Et cette situation peut aussi devenir très toxique. Je suis d'accord avec toi, Zverev, cette situation peut devenir très toxique parce que... quand il y a deux parties qui se contentent de la situation, c'est jamais bon. Bah après, le problème, de toute façon, c'est que ça fait 3 ans qu'on l'écoute pas, qu'on fait la sourde oreille du côté de Brackley. Il y a un moment... Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il va pas oublier non plus toutes les belles années qu'il a vécues avec Mercedes. Bien sûr. Ce qu'il veut, c'est partir ici en meilleur terme possible avec l'écurie. Si tu commences à envoyer chez tout le monde parce que la voiture est à chier, bon, ça va être problématique. D'autant plus que oui, cette année, c'est pas lui qui va être le leader du développement de cette voiture. On va lui fermer beaucoup de portes, justement. Donc au final, on pourra même lui ouvrir les portes. Je pense que Ferrari prendra même pas une page de développement. Oui, je pense que vraiment, elle sera en mode bon, y a pas de soucis là-dessus. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait 3 ans qu'on l'écoute pas, c'est pas cette année qu'on va l'écouter, quoi. Ouais. Donc lui, il est plus dans un mindset de se dire bon bah voilà, la saison elle va passer, moi l'année prochaine je suis plus là, et puis merci pour les services et bonne route à vous, quoi. Ouais. C'est tout. Et il est résigné. Ouais, il est résigné effectivement, Sir Lewis Hamilton. Moi, il y a aussi une question, et c'est par rapport au déclat de Toto Wolff. Avant de parler de George Russell aussi, les déclats de Toto Wolff, c'est une course décevante pour terminer un week-end difficile. Après avoir pris la décision courageuse de partir en pneu soft pour Sir Lewis Hamilton, il a fait de bons progrès au début. Malheureusement, sa course s'est arrêtée un peu. Nous allons renvoyer l'unité de puissance à Brixworth et enquêter sur les causes de la défaillance. Personne ne s'est réjoui de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais nous sommes déterminés à redresser la barre. C'est difficile à accepter, mais nous resterons calmes et sereins. Nous en avons vu d'autres qui ont montré que lorsqu'on s'y prend bien, les choses peuvent s'inverser rapidement. C'est ce que nous voulons faire. Alors moi, je vais reposer cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, Mercedes peut inverser la tendance avec Toto Wolff à son bord, puisque le concept n'a pas l'air optimal? Bah, bon courage. Oui, déjà, bon courage. Bon courage, voilà. Ouais. C'est pas impossible, mais bon, on y croit moyen, quoi. Ouais. En tout cas sur cette saison. Bah, en fait, vu que tellement la situation est alarmante, aujourd'hui, je me pose la question. Et ça amène à être forcément évocateur de l'avenir. Quand on voit aujourd'hui les performances de Mercedes, quand on voit la situation de Mercedes, quand on voit le si peu de performances délivrées par Mercedes sur ce début de saison 2024 de Formule 1. Mercedes doit aller chercher un remplaçant à Sir Lewis Hamilton. C'est pas simple. C'est difficile d'aller remplacer l'un des pilotes les plus le pilote le plus statistiquement fort de l'histoire de la Formule 1. Mais comment tu veux réussir à aller chercher un top pilote capable d'aller remplacer Sir Lewis Hamilton chez Mercedes quand tu sors et tu délivres ce début de saison 2024 de Formule 1. Aujourd'hui, Mercedes se tire une énorme balle dans le pied. On parle de, oui, Max Verstappen, candidat le plus en vue pour remplacer Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. Ok, par rapport à ce qui se passe du côté de chez Red Bull, Verstappen cherche à une porte de sortie par rapport aux tensions et le chaos interne qu'il y a du côté de chez Red Bull. Pas de souci, ok. Mais vous croyez que Verstappen, il va avoir envie de venir là-dedans? Dans ce bourbier du côté de chez Mercedes? Si Hamilton, grand Lewis Hamilton qu'il est, s'est dit prêt à quitter le foyer de Brackley, alors qu'il est présent là-bas depuis 2013, qu'il a écrit l'histoire de la Formule 1 là-bas, pour finalement quitter Mercedes pour aller du côté de chez Ferrari,
Mais il est pas bête Hamilton, hein, et il sait très bien de qu'est-ce qu'il quitte pour où est-ce qu'il veut aller. Parce qu'il comprend justement qu'en interne du côté de chez Mercedes, c'est plus possible et qu'il est temps de changer d'air parce que le vent a tourné en termes d'organisation du côté de chez Mercedes pour justement aller chez Ferrari. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez sincèrement que Verstappen aura envie d'aller du côté de chez Mercedes aujourd'hui par rapport aux performances qui sont délivrées? Il y a des doutes forcément qui s'installent par rapport à l'avenir de Mercedes en 2026 et au rebond que peut avoir Mercedes en 2026 vu la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et bah... Il est là le problème. Il est là le problème en fait, c'est que cette Mercedes est mal née, encore une fois de plus. Parce que là, normalement, je pense que la direction de Mercedes, après ils peuvent nous surprendre, mais je pense que déjà les regards vont être orientés sur 2026. C'est que globalement, on a développé cette voiture. Si tu l'as loupé en 2024, 2025 va pas s'annoncer radieux du jour au lendemain. Exactement, oui. Donc, à savoir après l'approche que va avoir Mercedes, ils vont vouloir mettre toutes les ressources nécessaires pour revenir au niveau le plus vite possible, même en 2025, ou alors garder cette monoplace qui est compliquée à optimiser, essayer d'apporter des améliorations encore pendant un an pour justement faire all-in sur 2026. Parce que c'est ça aussi le risque, tu vois, c'est que 2025 va être vraiment une période de transition, donc c'est sûr que le pilote qui arrivera, top pilote ou pas d'ailleurs, qui arrivera chez Mercedes en 2025, peut-être qu'il faudra qu'il s'attende à avoir des performances similaires à ce qu'on voit sur ce début de saison, avant de pouvoir préparer 2026. Et les candidats qu'il y a justement du côté de chez Mercedes à l'heure actuelle, alors Verstappen, on en parlait justement parce que Verstappen, c'est le candidat naturel et le plus en vue à l'heure actuelle pour remplacer Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes, mais tu mets des doutes forcément par rapport au rebond potentiel ou non de Mercedes par rapport à l'organisation qu'il y a actuellement. Il y a Carlos Sainz, bien sûr, qui est sur le marché, aussi également. Mais encore une fois, je réinsiste. Carlos Sainz part de Ferrari. On l'a obligé à partir. Il faut qu'il trouve une solution aussi vis-à-vis d'un nouveau projet. Mercedes, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Mercedes a les moyens de convaincre Carlos Sainz de venir chez eux par rapport à ce qu'on sort aujourd'hui? Bon. Et Esteban Ocon. Bon, Esteban Ocon, je pense que si il a une vision... il est chez Alpine aujourd'hui, Esteban Ocon. Bon, je pense que peu importe la situation qu'il y a chez Alpine et peu importe la situation qu'il y a du côté de chez Mercedes, je pense qu'il vaut mieux pour Esteban Ocon partir d'Alpine et aller chez Mercedes pour avoir... Quitte à avoir une voiture nulle, autant qu'elle soit un peu moins nulle. Voilà. Et partir chez Mercedes, c'est peut-être mieux. Voilà. Et voilà. Mais il y a des candidats qui sont là, forcément. Mais c'est difficile d'aller les convaincre forcément au vu des performances qu'il a aujourd'hui du côté de chez Mercedes et se tirer une balle dans le pied réellement du côté de chez Mercedes de produire une telle de piètre performance avec la W15. Le dernier point au niveau de Mercedes les amis, c'est forcément cette image-là. Le double abandon pour les Mercedes forcément avec celui de George Russell lors du dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Alors Baby Choum, c'est un double débat qu'on peut avoir. Le premier, est-ce que Alonso est réellement fautif dans l'accident de George Russell? Et le deuxième point, est-ce qu'encore une fois George Russell ne sait pas tenir la pression? Quand même fou pour un anglo-saxon de ne pas tenir la pression, vous me comprenez. Mais dans un premier temps, parlons justement de George Russell et de l'abandon qu'il a pu avoir créé par, semblerait-il, selon les commissaires de la FIA, pas à cause justement de Fernando Alonso. Alors est-ce que selon toi, Alonso est réellement fautif dans l'abandon de George Russell? Il est encore là, Jérém, ou pas? Jérém, je pense qu'il doit être par là. Mais vas-y. Ça y est, je peux balancer sur Papy Alonso, là? Vas-y. On est bon, on y va, top, action. 20 secondes, c'est abusé. Voilà. C'est abusé dans quel sens? Pour moi, il mérite pas 20 secondes. Est-ce qu'il mérite même de se faire pénaliser, tiens? Ça, c'est un autre problème. Vu de ce que les stewards ont estimé, c'est que bon... il freine un peu trop. Il ralentit un peu trop à ce niveau-là, ce qui aurait potentiellement gêné Russell. Maintenant, bon, c'est quand même des pilotes un petit peu expérimentés. Ce genre de situation de freinage un petit peu plus tôt, on l'a déjà vu par le passé. On a vu que ça a des fois été pas du tout pénalisé, d'autres pénalisés à moitié. Là, je trouve que prendre 20 secondes sur ce genre de move d'Alonso, c'est... Non, pour moi, c'est trop. Ouais. Surtout que le problème le plus important, en fait, c'est que ça arrive dans un endroit du circuit qui est très dangereux. Oui, c'est une double conséquence, ouais. En F2 ou en F3, et même avec ce crash de Russell, c'est que ce virage est très dangereux.
Ouais. Très très dangereux. Tu arrives à haute vitesse, en plus il se prend plus vite que par le passé avec cette modification notamment de ce virage-là, et qu'en fait le mur te renvoie systématiquement sur la piste. Ouais. Parce que le problème, tu vois, en fait, c'est que si cette manœuvre d'Alonso est faite, mais que c'est... Il n'y a pas de gravier à l'extérieur. On n'en parle pas. Oui, peut-être, ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien en soi. Donc c'est pour ça que moi, c'est plus... Voilà, la typographie de ce virage qui a fait qu'on en est arrivé à cette image, forcément, de Russell couché sur le côté. Et donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est, encore une fois, une sanction un petit peu lourde pour Alonso. Et on en revient, encore une fois, à cet éternel débat, et franchement, la FIA, les têtes de mule, tu vois, où ils nous disent, on juge l'acte, pas la conséquence. Ouais. Arrêtez de dire ça, parce que vous prenez les gens pour des cons. Vous ne faites que juger la conséquence à chaque fois, en fait. Sur chaque action, vous ne faites que juger la conséquence. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est du fait que Russell s'est mis comme ça en travers en plein milieu de la piste, on s'est dit, on va mettre une bonne pénalité à Fernando Alonso, tu vois. Ouais. Et Russell dit d'ailleurs, il explique, j'ai fait une sortie de piste et c'est de ma faute, mais j'étais à une demi-seconde de Fernando et soudain je suis revenu sur lui extrêmement vite. Je ne sais pas s'il a eu un problème ou pas, on va voir avec les commissaires, des circonstances bizarres, je n'ai rien ajouté pour l'instant. Il est clair qu'il freine 100 mètres avant le virage, je ne vais pas l'accuser de quoi que ce soit tant que nous n'avons pas plus loin. Et justement, il y a eu des explications par rapport à cette situation. Alors c'est un petit peu long, mais je trouve que c'est intéressant de tout lire pour comprendre justement pourquoi Fernando Alonso a été pénalisé. Russell suivait Alonso avec un retard d'environ 5 dixièmes alors que les voitures approchaient le virage 6. Alonso a expliqué au commissaire qu'il avait l'intention d'aborder le virage 6 différemment en levant le pied plus tôt et en prenant moins de vitesse dans l'entrée de virage afin d'obtenir une meilleure sortie. Russell a expliqué au commissaire que de son point de vue, la manœuvre d'Alonso était erratique, qu'elle avait pris cela l'avait pris par surprise. Et cela l'avait amené à réduire l'écart de façon inhabituelle et qu'avec la diminution de la pluie à la corde, le virage qui en a résulté, il a perdu le contrôle et il s'est craché à la sortie du virage. La télémétrie montre effectivement qu'Alonso a levé le pied un peu plus de 100 mètres plus tôt qu'il ne l'avait fait dans ce virage pendant la course. Il a également freiné très légèrement à un endroit où il n'a pas l'habitude de freiner, bien que la quantité de frein soit si faible qu'elle n'est pas la raison principale du ralentissement de la voiture. Et il a rétrogradé à un endroit où il n'a jamais rétrogradé d'habitude. Il a ensuite repassé la vitesse supérieure et a accéléré jusqu'au virage avant de lever à nouveau le pied pour prendre le virage. Alonso a expliqué que son plan était de ralentir plus tôt, mais qu'il s'est légèrement trompé et a dû prendre des mesures supplémentaires pour retrouver sa vitesse. Néanmoins, cette manœuvre a créé une vitesse de rapprochement considérable et inhabituelle entre les voitures. Et en examinant les questions, les commissaires se sont concentrés uniquement sur le libellé du règlement qui stipule « À aucun moment, une voiture ne peut être conduite inutilement lentement, de façon erratique ou d'une manière qui pourrait être considérée comme potentiellement dangereuse pour les autres pilotes et toute autre personne. » Plus précisément, dans ce cas, les commissaires n'ont pas pris en compte les conséquences de l'accident. Je sais pas ça, voilà. De plus, les commissaires ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'informations suffisantes pour déterminer si la manœuvre d'Alonso visait à causer des problèmes à Russell ou si, comme il l'a déclaré au commissaire, il essayait simplement d'obtenir une meilleure sortie. Alonso devrait-il avoir le droit d'essayer d'une approche différente sur le virage? Oui. Alonso devrait-il être responsable de l'air sale qui a finalement causé l'accident? Non. Cependant, a-t-il choisi de faire quelque chose d'extraordinaire, différent plutôt, avec quelques intentions que ce soit, c'est-à-dire de lever le pied, freiner, rétrograder et tous les autres éléments de la manœuvre plus de 100 mètres plus tôt que précédemment et beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour simplement ralentir plus tôt dans le virage? Oui. Et d'après son récit effectivement de l'incident, il l'a fait et de l'avis des commissaires, en faisant ces choses, il a conduit d'une manière qui était à tout le moins potentiellement dangereuse étant donné la nature très rapide de ce point de la piste dont tu en parlais effectivement, Baby Shum. Dans ce cas, nous considérons donc les commissaires qu'Alonso a choisi de manière affirmative d'effectuer une manœuvre inhabituelle à ce moment-là comme une circonstance aggravante par opposition à une simple erreur. Les commissaires ordonnent donc un drive-thru converti en 20 secondes de pénalité ainsi que 3 points de pénalité sur sa super licence. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a déclaré les commissaires de la FIA, je trouve que l'explication est vraiment très très clair. Pour le coup, je trouve que c'est bien expliqué. On est d'accord ou pas d'accord, mais c'est bien expliqué, Baby Shum, en vrai. Oui, à part cette fameuse phrase où on ne juge pas la conséquence, où je ne les crois pas une seconde, parce qu'ils font que ça. Oui, avoir les détails comme ça, effectivement, c'est intéressant de voir un petit peu leur point de vue. J'aime bien la transparence, j'aime bien la clarté. Ça manque de transparence déjà en ce moment en Formule 1, mais là, clairement, il y a de la clarté, il y a de la transparence. Voilà pourquoi on a pris cette décision.
Voilà, maintenant, moi je suis pas d'accord. Certains le seront, d'autres ne le seront pas, mais ça après c'est un autre débat. C'est eux qui ont la tunique de commissaire, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est eux qui mettent les pénalités, c'est pas nous devant notre écran. Ouais. Mais voilà, moi je suis pas non plus forcément d'accord avec cette sanction qu'a pris Alonso. Fernando Alonso s'est exprimé sur Insta d'ailleurs suite à sa pénalité reçue après la course. Je crois qu'on l'a mis d'ailleurs sur off-track, donc je vais aller mettre off-track. On l'a mis sur off-track ici. Bon, en même temps, Jérôme, dès qu'il y a Fernando Alonso qui parle, il est direct dessus, hein, il le dit. Hein. Du coup, Alonso, il est surpris de la situation. Nous avons été un peu surpris par la pénalité à la fin de la course concernant la façon dont nous devions aborder les virages ou la manière dont nous devons piloter. À aucun moment nous ne voulons faire quelque chose de mal à ces vitesses. Je pense que sans gravier dans ce virage, dans n'importe quel autre virage du monde, nous ne ferons jamais l'objet d'une enquête. J'ai tendance à le croire, Fernando Alonso. En F1, avec plus de 20 ans d'expérience, avec des duels épiques comme Imola 2005-2006, Brésil 2023, changer de ligne de course, sacrifier la vitesse d'entrée pour avoir de bonnes sorties de virage, tout ça fait partie de l'art du sport automobile. Nous ne pilotons jamais à 100% à chaque tour et à chaque virage. Nous conduisons le carburant, les pneus et les freins. Et il est donc un peu surprenant d'être jugé responsable de ne pas faire en sorte que chaque tour soit le même. J'avoue que je suis quand même assez partagé par rapport à ce qu'il dit, mais il y a la conséquence aussi. Il fait le parallèle Alonso à Imola 2005-2006 ou même Brésil 2023, mais plus de Imola 2005-2006. C'est pas le même type de monoplace aussi. Et il y a beaucoup plus de dirty air aujourd'hui et le comportement des monoplaces est différent. Donc il y a aussi ça à prendre en compte par rapport à Fernando Alonso. Je dis pas qu'il est pas fautif à 100%, très loin de là. Hein. Pour moi, il est fautif à ce qui s'est passé. Et vu l'explication des commissaires, pas non plus à 100%, mais plus à 60%. Tu vois, Baby Choum. Parce que je pense qu'il y a quand même une part de Russell qui fait une connerie aussi, hein, je pense. Hein. C'est à lui d'anticiper aussi derrière, c'est à lui forcément de faire plus attention. Comme il le dit, c'est que tu roules à l'économie. Là, on est en toute fin Grand Prix dans le dernier tour. Bah, Alonso, il veut faire jouer son expérience aussi. Lui, ce qu'il veut faire, c'est casser la vitesse de Russell pour pouvoir mieux, après, ressortir dans la ligne droite et pas se faire sauter par le DRS. Donc là, en fait, un petit peu, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va accuser Fernando Alonso d'avoir voulu se défendre. Ouais, en gros, c'est ça. Je veux dire, c'est problématique. C'est quand on a reproché à Alonso, en fait, de pas aller à fond. Mais... C'est grave. Ouais. C'est grave, c'est pas comme si non plus qu'il était passé de 200 à 50, tu vois. C'est ça qui est en fait un petit peu problématique dans cette décision, quoi. Et justement, ces datas le montrent qu'avec la ligne B, on peut se rendre compte qu'il a effectivement une toute autre manière d'aborder le virage. Encore une fois, c'est pas horrible, hein. C'est pas horrible ce qu'a fait Fernando Alonso, hein, très très loin de là, mais c'est suffisant au goût des commissaires d'avoir conduit d'une manière un peu trop inhabituelle, et ce qui a causé le crash ce qui a mis du moins en difficulté George Russell. Après, pour terminer avec Mercedes sur ce point, encore une fois, j'estime que encore un accident de George Russell. Encore George Russell dans les moments importants ne peut pas concrétiser. Il y a un manque de concrétisation autour de George Russell par rapport à ce qu'il doit produire dans les moments importants. Oui, Fernando Alonso a été jugé, on va dire, fautif ou du moins a, selon les commissaires sportifs, provoqué la faute justement de George Russell. Je suis pas entièrement d'accord par rapport à cette décision. Je n'estime pas que Fernando Alonso a été entièrement fautif du fait que George Russell a fait une erreur pour ensuite être dans le mur et se retrouver sur le flanc avec sa Mercedes dans un virage qui est très compliqué à manœuvrer, bien sûr. Mais je n'en reste pas moins que George Russell a aussi sa part de responsabilité. Et ça commence à faire beaucoup pour George Russell. Là aujourd'hui, Australie 2023. Australie 2024. Singapour 2023. Dernier tour du Grand Prix de Singapour. Dans les moments importants, erreur. Encore une nouvelle fois. Il a fait beaucoup d'erreurs aussi avec Mercedes, notamment en séance de qualification, notamment en Grand Prix du Canada 2023 aussi également, qualification en Espagne, quand on ne comprend pas aussi d'ailleurs pourquoi en Espagne en 2023 il vient toucher Lewis Hamilton en pleine ligne droite. Il a également fait des manœuvres un peu spéciales sur Hamilton lors de la sprint shutout en Belgique. Il y a beaucoup de moments où en fait Russell doit être clutch
et il ne l'est pas. Il ne l'est absolument pas, George Russell. Et aujourd'hui, en Australie, bien qu'il y ait, j'allais dire, l'aide de Fernando Alonso pour provoquer, pour cette erreur-là, ça fait tout de même, encore une fois, une erreur pour George Russell. Pourquoi c'est problématique? On parle d'un pilote qui est censé prendre la relève de Sir Lewis Hamilton. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que George Russell est capable, avec ce qu'il a prouvé et ce qu'il a montré, est-il capable d'être la relève de Sir Lewis Hamilton? Est-il capable de devenir le nouveau leader de Mercedes? Et c'est ça en fait la problématique aujourd'hui. C'est qu'on parle d'un pilote qui est censé être le nouveau leader de Mercedes après le départ de Sir Lewis Hamilton à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Et en Australie, il a encore fait une erreur. Et je réinsiste là-dessus. Oui, c'est une erreur qui a été provoquée par Fernando Alonso au goût des commissaires de piste. Mais il y a quand même sa part de responsabilité à Russell. Et ça fait beaucoup, là encore une fois pour George Russell, ça fait beaucoup d'erreurs dans les moments importants, dans les moments clutch, dans les moments où il doit concrétiser, et il ne concrétise toujours pas, et ça fait perdre d'ailleurs des points importants à Mercedes. C'était pareil à Singapour en 2023, il se battait pour le podium, hop, des points qui partent à la poubelle. Australie encore, hop, des points qui partent à la poubelle. Australie 2024, hop, des points qui partent à la poubelle. Canada 2023, points qui partent à la poubelle. Ça fait beaucoup d'erreurs pour George Russell, qui est un pilote talentueux, performant, oui, mais il y a un manque de concrétisation. Et il est incapable de faire du résultat quand tout n'est pas parfait, nous dit Taispo dans le chat. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on vient de dire sur Russell, tiens? Depuis 2 ans, ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, dans sa période Williams, c'est sa première année chez Mercedes, c'était un petit peu sa force à Russell. Ouais. C'est justement de pouvoir sortir de giga performance avec une voiture qui était instable, en tout cas qui n'était pas à ce moment-là au standard qu'on s'attendait de Mercedes. En fait, qui dès qu'elle était en difficulté, lui arrivait justement à sortir la meilleure perf possible de la voiture. Et là aujourd'hui, on se rend compte que configuration similaire, mais un peu plus en retrait dans la hiérarchie, Russell est un peu plus en difficulté. Ouais. Et c'est vrai que voilà, avec l'annonce du départ de Lewis, on se disait oui évidemment que c'est Russell qui allait prendre forcément le lead technique de cette écurie. Ouais. Et ce qu'on peut constater effectivement depuis l'année dernière, c'est qu'aujourd'hui c'est un petit peu juste. C'est pas impossible qu'il se ressaisisse et qu'après oui, bien sûr, lui aille comme un gant. Mais c'est sûr que depuis ce qu'on voit l'année dernière, c'est encore un petit peu tôt pour que ce soit le cas. C'est clair, justement. En tout cas, voilà, par rapport à George Russell et à la situation avec Fernando Alonso et les erreurs qu'il a pu produire depuis un certain temps du côté de Team Mercedes pour un pilote qui est censé être le nouveau leader de Mercedes, du moins incessamment sous peu, après le départ de Lewis Hamilton.